Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième séance. Donc, nous avons trois présentations ce matin. D'abord, je vais vous les présenter à tour de rôle et ensuite, je vais leur céder la parole. Donc, on aura droit à trois présentations en ligne et il nous restera une quinzaine de minutes par la suite, à la fin, pour la période des questions. Donc, d'abord, nous avons Caroline Blais, qui est étudiante à la maîtrise ici à l'UQAM avec Stéphane Savard en histoire socio-culturelle. Le thème de sa conférence de ce matin, c'est redéfinir la relation avec le territoire en contexte de célébration, les représentations identitaires des journalistes lors du centenaire de la Confédération. Ensuite, je vais donner la parole à Jérémy Lévesque Saint-Louis, qui est étudiant aussi évidemment à la maîtrise à l'UQAM avec Dany Fougère. Le thème de sa communication, c'est « Repousser le front pionnier, le rôle de l'arpenteur général dans l'expansion de l'espace colonial canadien dans le premier tiers du 19e siècle ». Et pour terminer, Joël Beauchamp-Monfette, qui est étudiant à la maîtrise ici à l'UQAM aussi avec Dany Fougère. Le titre de sa présentation ce matin, c'est « Le projet de démantèlement des fortifications de Montréal de 1801 à 1820, l'espace urbain colonial en quête d'efficacité ». Donc, vous avez 20 minutes pour votre présentation. Je vous cède la parole. Donc, bonjour. En 1967, la Confédération canadienne célèbre ses 100 ans. Plusieurs activités sont organisées pour célébrer l'événement, telles l'Expo 67, une course de canot et l'inauguration de la flamme du centenaire. Ces festivités ont lieu dans une décennie frappée par des courants transformateurs. La Révolution tranquille et l'autre Révolution tranquille, telle que l'appelle José Gartua, ne sont que des exemples de ces courants transformateurs. Je vais maintenant vous présenter le plan de ma communication. Donc, en premier, je voulais faire une courte introduction qui va vous présenter ma base conceptuelle et méthodologique. Par la suite, nous allons pouvoir explorer la frontière entre le nous et l'autre au Québec, au Canada francophone hors Québec et au Canada anglophone. En deuxième section, nous allons explorer les représentations identitaires qui utilisent l'immensité territoriale et la nordicité pour caractériser le nous canadien. En troisième, nous allons aller voir comment la richesse du territoire est également utilisée pour caractériser le nous canadien. Donc, spécifiquement, j'étudie les représentations symboliques et identitaires qu'ont les journalistes québécois et canadiens du centenaire de la Confédération et de l'Expo 67 concernant le territoire et la relation qu'ils ont avec celui-ci lors des événements. Le territoire est seulement un aspect de mes recherches. Dans mon mémoire, j'aborde également d'autres aspects. Le centenaire de la Confédération est peu abordé par les historiens francophones. De plus, rares sont les études qui analysent à la fois le centenaire et l'expo chez les Canadiens français et anglais. Jusqu'ici, personne n'a étudié les représentations identitaires de ces événements dans le monde journalistique. Pourtant, les opinions que les journalistes ont eues de ces événements ont certainement eu un impact sur le développement de l'opinion des Canadiens et de leurs référents identitaires. Donc, j'utilise le concept de représentation symbolique et identitaire, car ça me permet d'explorer les relations entre références identitaires et balises territoriales, et ça me permet également d'étudier la mouvance et la dynamique de cette relation. Les représentations symboliques et identitaires sont caractérisées par des croyances, des valeurs, des attitudes, des images ou des symboles qui forment une interprétation socialement élaborée qu'un individu ou un groupe d'individus attribue à une réalité donnée. Lors de mes recherches, les journalistes utilisent aussi des interprétations du passé pour justifier des prises de position. J'inclus alors le concept d'usage du passé qui me permet d'analyser ces pratiques qui instrumentalisent des représentations d'un passé proche ou lointain pour le faire intervenir dans des enjeux ou débats actuels. Mon étude porte une attention particulière aux fractures symboliques qui peuvent émerger entre les Canadiens de différentes langues ou régions. Donc, les journaux à l'étude ont une origine linguistique et géographique variable pour avoir accès à une diversité de représentations. Les journaux que vous pouvez voir à l'écran présentement ont été choisis en considérant les réalités sociales du Canada. Je procède à une analyse qualitative des chroniques et des éditoriaux faits sur une période de quelques jours avant et après certains événements préalablement choisis à l'aide de l'historiographie. Je procède aussi à une analyse de la définition, les limites et les rapports entre le nous et l'autre diffusés par les journalistes. Donc, j'aimerais aborder en premier les limites
la question des limites de la nation, car c'est la toile de fond sur laquelle les limites du nous sont tracées. À ce moment-ci, j'ai vu qu'il y avait une fracture symbolique entre les journalistes francophones et les journalistes anglophones. Les journalistes francophones perçoivent le Canada comme contenant deux nations, tandis que les journalistes anglophones considèrent que le Canada ne forme qu'une seule nation. Cette fracture symbolique peut s'expliquer par le fait que le mot « nation » a une définition différente selon la langue que l'on emploie. En anglais, le mot « nation » renvoie à un État souverain, une entité juridique qui peut regrouper des gens de différentes origines, tandis qu'en français, le mot « nation » désigne un groupe de personnes de même langue, de même culture ou de même tradition. J'aimerais vous présenter un journal qui délimite de manière particulière la nation d'ailleurs. C'est le Nouvelliste du 3 janvier 1967. Silvio Saint-Amand, dans cet éditorial, présente le Canada comme contenant une nation contenant deux nations. À ce moment-ci, Silvio Saint-Amand utilise à la fois la définition anglophone et francophone de la nation. Nous allons maintenant pouvoir aborder le corps du sujet de cette section-ci qui porte sur la frontière entre le nous et l'autre pour les journalistes québécois. Les journalistes québécois utilisent alternativement un nous québécois et un nous canadien-français. Lorsqu'ils utilisent le nous canadien-français, on peut voir qu'il y a une mouvance dans les balises territoriales employées. Un bon exemple de journaliste qui utilise à la fois les deux nous se retrouve également dans le Nouvelliste du 23 juin 1967. Silvio Saint-Amand utilise conjointement les deux référents identitaires. Donc, il perçoit les Québécois comme faisant partie du Canada français, mais comme étant un sous-groupe distinct dans ce groupe. Tandis qu'un bon exemple de journaliste qui n'emploie que seulement le référent identitaire canadien-français se trouve dans La Presse du 23 juin 1967. Le journaliste Roger Champoux aborde les réussites du Québec et l'avenir qui attend la province. C'est dans ce contexte qu'il utilise seulement l'identifiant canadien-français. Toutefois, il désigne le premier ministre québécois comme le porte-parole de leur groupe ethnique et réfère seulement aux balises territoriales du Québec. Donc, il présente déjà le territoire du Québec comme le territoire national des Canadiens français. Ça permet, donc, on peut voir que les Québécois sont en transition identitaire entre un identifiant canadien-français et québécois. Ça permet de confirmer les propos de Michel Bock, qu'il avançait dans son article « Tradition et territoire dans le projet national canadien-français ». Il disait que dans les années 1960, les identifiants au Québec ont mis plus de temps à faire leur transition que le contenu des discours. Nous allons maintenant aborder la frontière entre le nous et l'autre pour les francophones hors Québec. Les francophones hors Québec utilisent un nous canadien-français, mais on peut voir qu'il y a un début d'identification au territoire provincial et ils perçoivent les Québécois comme des autres. Tous les journaux francophones étudiés sont à des étapes différentes de leur transition identitaire. Certains superposent des identifiants rattachés à la province avec l'identifiant canadien-français. L'Évangéline est le journal francophone qui est le plus avancé dans l'identification provinciale. Comme vous pouvez voir d'ailleurs dans cette citation qui provient de l'éditorial du 4 janvier 1967. Bernard Poirier, dans cette citation, critique les Québécois pour leur abstinence à célébrer le centenaire. C'est dans ce contexte qu'il présente un nous spécifiquement acadien. Il se place également en opposition aux Québécois, qu'il présente comme ingrats et irrespectueux. J'aimerais souligner que Bernard Poirier a déjà des mots durs pour le Québec. Donc, nous allons maintenant passer à la frontière entre le nous et l'autre au Canada anglophone. Philip Buckner, dans Canada and the End of Empire, démontre en utilisant l'identité impériale et l'identité canadienne que les Canadiens anglais avaient de multiples identités qui n'entraient pas nécessairement en confrontation. C'est également vrai des identités régionales. Le Chronicle Herald et le Vancouver Sun s'identifient à leur province, tandis que l'Ottawa Citizen et le Toronto Star s'identifient à leur municipalité. Un bon exemple de ces multiples appartenances identitaires, on peut le retrouver dans le Chronicle Herald. Dans cette première citation que vous pouvez voir, l'éditorialiste du Chronicle Herald emploie un « nous » qui fait référence aux gens des Maritimes lorsqu'il utilise le mot « maritimer ». Ce « nous » exclut les populations qui se trouvent à l'ouest du pays. Toutefois, dans un éditorial différent, l'éditorialiste du Chronicle Herald
va employer un nous différent. Il va se présenter comme un néo-écossais, donc emploie un nous néo-écossais. S'il y a un changement de référent identitaire, c'est qu'il y a eu une mouvance dans les balises territoriales employées. Tous les journaux que je vous ai présentés pour le moment se déclarent également comme canadiens. Ils se reconnaissent comme canadiens. Chacune des identités sont complémentaires, s'imbriquent les unes dans les autres, chacune ayant sa dimension territoriale. Mon analyse donne également raison à Yves Frenette. Il y a un détachement des journalistes francophones de l'identité canadienne-française avant même les États généraux du Canada français de novembre 1967. Ça confirme également les propos de Brian Palmer dans Canada 1960, The Irony of Identity in a Rebellious Era. Il y a une certaine incertitude identitaire chez les Canadiens anglais. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de ma communication qui porte sur l'immensité territoriale et la nordicité canadienne. Les journalistes diffusent des représentations identitaires qui soulignent les vertus que le territoire délimité par les balises territoriales canadiennes a suscité chez les habitants du pays. Donc, chez les journalistes anglophones, le climat nordique est présenté comme ayant modelé les Canadiens en les rendant plus courageux, plus forts et plus robustes. La nordicité est utilisée pour caractériser le nous canadien. Certains vont faire usage du passé pour soutenir cette représentation et pour affirmer la pérennité de ces qualités dans la population canadienne. L'Évangéline est le seul journal francophone à diffuser cette représentation de la nordicité et l'usage du passé qui était associé. La nordicité est également utilisée pour affirmer la supériorité des Canadiens sur les États-Unis. On voit surtout cette affirmation dans le Globe and Mail, comme vous pouvez voir juste ici. Bruce West, dans sa chronique, rapporte les propos d'un de ses collègues journalistes, Craig Clark. Toutefois, la représentation qu'il diffuse demeure quand même valable, puisqu'il a choisi de retransmettre cette représentation identitaire dans sa chronique. Sa chronique portait sur l'inauguration de la flamme du centenaire. C'est dans ce contexte qu'il dit « Boys, said he, did you see that steam? If any Americans were watching that ceremony on their TV set, it must have scared the dickens out of them. After all, any neighbor that breathes live steam like that when it kicks off its centenary is a neighbor to be reckoned with. » Donc, Bruce West souligne le respect et la peur que la condensation sortant de la bouche des officiels suscite chez les Américains. C'est ce qui lui permet d'affirmer la supériorité du Canada sur les États-Unis. Une deuxième représentation identitaire que j'ai trouvée, c'est que l'immensité territoriale du Canada est présentée comme un défi passé et actuel qui a dû affronter le nous canadien. Un usage du passé est employé pour défendre la stabilité des qualités que le défi territorial a suscité. La Gazette est celle qui développe le plus cette représentation, qu'on peut voir également dans cette citation-ci. L'éditorialiste de la Gazette rendait hommage au pays, à son passé et à ses accomplissements. C'est dans ce contexte qu'il présente le courage, la tolérance et la diversité culturelle comme des qualités qui ont été suscitées par le territoire. Le devoir et le droit partagent aussi la représentation du territoire comme un défi. Toutefois, contrairement aux journalistes anglophones, ils ne font pas usage du passé pour soutenir cette représentation. Ils ne présentent pas non plus également l'immensité territoriale comme ayant modelé les Canadiens. Pour eux, ce défi n'est plus actuel, car les nouvelles technologies ont permis de le surmonter. Donc, la troisième représentation dans cette section est transmise par le Globe and Mail et la Liberté et le Patriote, qui utilisent la pagaie ou le canot pour représenter symboliquement le Canada. D'ailleurs, un usage du passé qui est particulier à la Liberté et le Patriote consiste à présenter le commerce des fourrures comme augurant la Confédération. Le journaliste affirme que le commerce des fourrures a semé dans l'esprit des bâtisseurs le germe d'unité qui est à la base de la Confédération. En fait, ce que l'éditorialiste fait par ce moment, c'est qu'il projette des balises territoriales contemporaines dans le passé. Ça permet également de légitimer les balises territoriales actuelles. C'est également ce que l'historienne Missa Oudin avait trouvé lorsqu'elle avait analysé la course de canot du centenaire dans son article « The Centennial Voyager Canoe Pageant as Historical Reenactment ». Je vais maintenant aborder la sous-section à cette partie.
Les journalistes utilisent aussi le territoire pour soutenir des représentations plus critiques à l'égard des Canadiens. Ces représentations sont dans le prolongement de celles présentant le territoire comme un défi. Donc, certains journalistes présentent le territoire comme un défi qui a modelé défavorablement les Canadiens. Ces journaux demeurent quand même optimistes que ces imperfections seront surmontées éventuellement. Une fois de plus, c'est la Gazette qui est la plus remarquable dans son utilisation de cette représentation, comme on peut voir dans cette seconde citation. Cette seconde citation se retrouve normalement entre les crochets qu'on peut voir dans la première, à la troisième ligne à droite. Donc, dans cette seconde citation, l'éditorialiste de la Gazette présente le territoire comme étant également la source de l'intolérance et de la division au Canada. Donc, l'éditorialiste de la Gazette présente le territoire comme ayant des conséquences variables sur les diverses composantes du « nous ». Dans son livre « The House of Difference », Eva McKay souligne des usages du passé qui soutiennent la caractérisation du « nous » canadien comme tolérant et ayant une diversité. Mes recherches ont permis de montrer que les Canadiens anglais représentent aussi le territoire comme la source de ces caractéristiques. Nous allons maintenant passer à la prochaine partie de ma communication qui porte sur les richesses du territoire. Les journalistes présentent le territoire comme une richesse qui soutient l'économie canadienne et apporte une certaine prospérité au pays. Ils imputent majoritairement ces richesses aux ressources naturelles qu'on retrouve. Cette représentation est autant partagée par les francophones que par les anglophones. J'aimerais vous présenter quelques usages du passé que certains journaux diffusent. Par exemple, Le Soleil et Le Droit présentent le pays comme réellement exploité seulement après la Confédération. À ce moment, ils invisibilisent le développement qui a eu lieu à l'est du pays avant la Confédération et accroît l'importance de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Sinon, un second usage du passé que je trouvais pertinent, c'est que Le Soleil du 31 décembre 1966 présente le Canada comme épargné par les guerres à cause de son vaste et riche territoire. L'éditorialiste du journal célèbre les étapes marquantes qui ont mené le Canada à être un pays. C'est dans ce contexte qu'il dit que parce que ce pays est vaste, qu'il est riche, les Canadiens n'ont pas connu chez eux ces guerres qui ont ensanglanté d'autres continents. Donc, j'aimerais aussi aborder une dernière représentation symbolique dans cette section. Certains journaux anglophones, ceux de l'ouest du pays, présentent le majestueux paysage canadien comme un symbole. L'Edmonton Journal et le Vancouver Sun utilisent des poèmes aux alentours du 1er juillet qui élèvent les panoramas canadiens au rang de symboles. Ça permet de souligner l'importance de la nature dans l'identité canadienne. Donc, mes recherches permettent d'éclaircir un peu plus la transition identitaire. Je voulais dire en conclusion. Mes recherches permettent d'éclaircir un peu plus la transition identitaire qui s'opérait chez les Canadiens français et les Canadiens anglais dans les années 1960. Nous avons pu voir que les Canadiens francophones et anglophones ont des conceptions différentes de la nation, que le détachement des Canadiens français par rapport au Canada français a commencé avant les États généraux de novembre 1967 et que, comme Philippe Buckner l'avançait, les Canadiens anglais ont de multiples identités. Nous ajoutons que ces identités varient en fonction de la région. La nordicité est une représentation surtout employée par les journalistes anglophones pour caractériser le nous canadien, tandis que la richesse du territoire est employée autant par les journalistes francophones qu'anglophones. Je vous remercie beaucoup. Merci Caroline. Cédons la parole maintenant à Jérémy. Alors, bon matin à tous. Merci d'être présents. D'abord, j'aimerais remercier le comité organisateur du colloque pour avoir organisé encore une fois un bel événement et pour avoir accepté ma communication. Alors, ma présentation d'aujourd'hui est basée sur une section du 3e chapitre de mon mémoire de maîtrise où j'étudie plus précisément l'importance de la fonction de l'arpenteur général dans l'appropriation du territoire par l'Empire britannique au début du 19e siècle. De fait, mon mémoire intitulé « Retracer le territoire, tracer le pays » porte sur la première entreprise majeure de reconnaissance territoriale du 19e siècle canadien, alors que Joseph Bouchette, arpenteur général au service du pouvoir colonial et donc de Sa Majesté britannique, a pour mandat de reconnaître et de cartographier le territoire couvrant le Haut et plus particulièrement le Bas Canada.
Essentiellement, je cherche à définir comment, au nom de cette administration, Joseph Bouchette a représenté le territoire laurentien et de quelle façon son œuvre a pu s'inscrire dans le processus d'appropriation de l'espace par l'Empire. Cette activité, par Bouchette, prend donc place dans un contexte impérial que je vais très brièvement vous résumer. Alors, je vais notamment solliciter des historiens et une historienne qui ont travaillé sur l'Empire assez récemment, donc Linda Colley, Theo Lloyd et Philip Lawson, parmi d'autres. Alors, l'appropriation du territoire par l'Empire, c'est d'abord une conquête qui met fin à la guerre de 7 ans en 1760. Et suite à cette conquête, essentiellement, l'Empire croit qu'il va pouvoir jouir tranquillement d'un grand réseau commercial allant des nombreux ports atlantiques jusqu'aux nations autochtones installées au cœur du continent. On pense alors que les colons, anglais et français, pourront pénétrer les terres et étendre leur culture jusqu'à ce que des millions de sujets occupent des millions d'acres. Alors, on voit au lendemain de la conquête, c'est une carte de 1763 commandée par les autorités britanniques, et on voit donc que tous les espaces colonisés par les Européens sont contrôlés par l'Empire. La frontière en rouge montre la limite qui est imposée par l'Empire à la colonisation, à l'expansion de la colonisation. Donc, vous avez les 13 colonies, le Canada, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Malheureusement, pour les dirigeants et ceux qui sont en faveur d'un impérialisme britannique ambitieux, l'Empire britannique, après la guerre d'indépendance américaine, est définitivement amputé de ses colonies au sud du Canada, qui occupaient pratiquement l'ensemble du littoral atlantique. Alors, vous voyez évidemment sur la carte que l'Empire a perdu la plupart de ses colonies, et donc, en rouge, on a la frontière qui est à peu près la réelle d'aujourd'hui, des nouveaux États-Unis d'Amérique, et au nord, des colonies impériales britanniques. Alors, la guerre d'indépendance américaine impulse un mouvement de population vers le nord. L'arrivée d'environ 30 000 loyalistes change la proportion d'anglophones et de francophones vivant dans l'espace canadien, en plus de stimuler l'expansion de la colonie vers l'ouest. Cette mutation démographique est en partie responsable de la division de la province de Québec en Haut- et Bas-Canada par l'acte constitutionnel de 1791. La sphère économique, par conjoncture, est aussi grandement touchée. Avec la perte des ports de Boston et de New York, Londres doit repenser son réseau commercial en Amérique du Nord. Par la force des choses, le fleuve Saint-Laurent devient la principale voie de pénétration britannique du continent. Alors, selon les historiens et économistes Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, pour le nouveau Bas-Canada, entre guillemets, cela signifie de jouer un rôle plus important dans l'Empire. De fait, après les chamboulements de la fin du 18e siècle, l'Empire cherche à tirer bénéfice des deux Canadas. Il veut exploiter les ressources, accroître l'espace colonial et tirer profit des voies de communication. Pour ce faire, la couronne anglaise enjoint les administrateurs, dont Bouchette, à reconnaître, mesurer et cartographier ces territoires nouvellement créés encore une fois, entre guillemets. Il faut bien dessiner des districts et autres entités à vocation administrative si l'on veut y établir des populations et y exploiter des ressources. En d'autres termes, en faire un territoire à leur image. C'est donc dans ce contexte-là que la carrière de Bouchette va débuter. Alors, Joseph Bouchette est né à Québec en 1774 et est décédé à Montréal en 1841. Il va être successivement militaire, arpenteur géomètre et arpenteur général au service de l'Empire. Francophone fier de son appartenance à la couronne anglaise, il produit un vaste ensemble de travaux écrits, d'illustrations et de cartes portant sur le Canada. Certes, Bouchette n'est pas le premier spécialiste à produire de la documentation de qualité représentant le territoire, mais son œuvre, sous forme de cartes ou de livres, se démarque réellement par son volume et son exhaustivité. De surcroît, ces cartes à petite échelle, c'est-à-dire qui couvrent un grand espace, sont d'une qualité tant sur le plan esthétique que technique qui est alors jusqu'inégalée au Canada. Alors, vous pouvez voir, ça c'est une carte de Bouchette qui a été publiée en 1831. Et donc, sans possibilité d'avoir une vue aérienne à l'époque, c'est quand même un travail qui reste assez impressionnant. Alors, comment un Canadien français a pu obtenir un poste si important dans l'Empire britannique, surtout au début du 19e siècle, alors qu'il y a les guerres napoléoniennes qui vont éventuellement commencer. Et dans ce contexte-là, l'Empire va être très méfiant des francophones. Alors, c'est une histoire avant tout familiale. Le père de Joseph Bouchette, en fait, était considéré comme un héros pour l'Empire britannique parce qu'il a permis de sauver le gouverneur Guy Carleton lors de l'invasion américaine du Canada en 1775 en pilotant un navire pour le ramener à Québec. Son oncle, Samuel Holland, qui est arrivé au Canada lors de la conquête sous les ordres du gouverneur James Murray,
était, lui, le premier arpenteur de la province of Québec et ensuite du Bas-Canada. Donc, son oncle aurait pu le former au travail de l'arpenteur et, évidemment, lui ouvrir plusieurs contacts dans l'administration. De plus, Joseph Bouchette est bien ami avec le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada au début de sa carrière, qui s'appelle Sir Robert Short Mills. C'est le lieutenant-gouverneur, et donc celui-ci va l'aider à décrocher son poste d'arpenteur général suite à la mort de son oncle. Donc Samuel Holland, l'ancien arpenteur général, meurt en 1801, et Bouchette le remplace cette même année-là. Bouchette va recevoir sa commission officielle d'arpenteur, donc en 1803. Donc, grâce à ses réseaux familiales, là, on voit bien qu'il y a des contacts assez étroits avec l'administration anglaise. J'avais un autre exemple d'une autre carte de 1831 où on voit un détail de l'île de Montréal. Et alors, outre ces cartes, on connaît Bouchette pour deux descriptions topographiques du Canada, essentiellement qui font vraiment un inventaire du pays, qui font un état des lieux et qui permettent de connaître mieux un territoire que lui-même juge pas beaucoup connu au début du 19e siècle. Donc, ces deux ouvrages-là, je les ai beaucoup utilisés dans mon mémoire et je vais notamment utiliser celui de 1815 aujourd'hui. Alors, son œuvre dans l'historiographie, bien que souvent exploitée dans les études traitant de l'espace, ses travaux furent avant tout sollicités pour saisir l'état du territoire canadien à son époque, sans aborder de front le processus, les mécanismes derrière la création de ses ouvrages et de ses cartes. À titre d'exemple, on peut mentionner l'ouvrage de Courville ou celui de Cole Harris, donc le pays laurentien au 19e siècle et le pays revêche, où on utilise les cartes de Bouchette et ses descriptions pour créer une image des cantons anglais. Et donc, on ne s'attaque pas directement à comment ce travail-là, ces cartes-là, ces livres-là, peuvent servir l'Empire britannique pour s'approprier l'espace. Donc, on a, par exemple, Claude Boudreau, le troisième ouvrage à votre droite, qui, lui, a travaillé un peu sur cet aspect-là, mais seulement par rapport aux cartes. Donc, la production de Bouchette, qu'elle soit réalisée dans le cadre de sa fonction d'arpenteur général ou par sa propre initiative, elle s'articule toujours aux besoins de l'État impérial. Donc, Claude Boudreau, historien spécialisé de la cartographie au Québec, souligne par exemple que les cartes de Bouchette sont les témoins des stratégies d'aménagement, d'organisation et d'exploitation de l'espace par l'administration britannique. Cependant, outre les cartes, cet historien-là ne s'est pas plus penché sur la fonction d'arpenteur général et les livres de Bouchette. Alors, avant d'exprimer justement comment que ça fonctionne, comment que la fonction de Bouchette s'inscrit dans l'appropriation du territoire, il faut replacer l'arpenteur général dans l'administration coloniale. Alors, dans cette administration-là, vous allez voir que je vais présenter essentiellement trois grands points, trois grands rôles de Bouchette. On va voir d'abord qu'il coordonne les travaux d'arpentage public, c'est donc un peu le directeur de tous les projets d'arpentage public au Bas-Canada. Il y a donc un rôle de coordonnateur. Ensuite, lui-même explore et mesure les territoires en fonction des besoins de la couronne. Essentiellement, la couronne va émettre carrément une commande et Bouchette va la remplir. Et ensuite, il cumule une connaissance exhaustive de ce territoire qui est très utile aux autorités, parce que presque pendant 40 ans, Bouchette va diriger les travaux et lui-même explorer. Donc, à la fin de sa carrière, et même au milieu, en fait, il y a vraiment une connaissance assez précise et j'irais même jusqu'à dire exhaustive du territoire bas-canadien. Pour agir sur le territoire colonial au tournant du 19e siècle, l'administration impériale doit faire usage de ses réseaux de communication atlantiques assurés par la marine et de sa bureaucratie hautement hiérarchisée. Une foule d'agents dans la métropole et en Amérique du Nord sont sollicités pour diriger les colonies. Ils doivent organiser et étudier l'information pratique, formuler des objectifs selon les besoins de l'État, les transmettre aux agents concernés dans la colonie et vérifier périodiquement que les affaires sont bien dirigées. Donc, essentiellement, c'est assez complexe. Il y a plusieurs organismes qui peuvent travailler, qui ont des intérêts sur l'espace colonial britannique. À Londres, entre autres, il y a le secrétaire d'État à la guerre et aux colonies qui est créé en 1801 et qui reçoit le rôle de coordonnateur de toute cette administration coloniale-là. Donc, ce secrétaire-là, il va essentiellement envoyer ce que j'appelle une commande impériale aux autorités coloniales qui sont en poste au Bas-Canada. Ici, notamment, c'est le gouverneur général qui la reçoit et qui a la responsabilité de la transmettre aux autres agents dans la colonie. Alors, on sait que le gouverneur, essentiellement, c'est le chef de l'administration et c'est lui qui dirige tous les travaux des hauts administrateurs. Alors, si on veut, ça fait une genre de chaîne de communication du secrétaire à Londres, qui envoie la commande qui est reçue par le gouverneur et que lui-même la transmet ensuite au bureau de l'arpenteur général. Donc, Joseph Bouchette est le responsable de ce fameux bureau de l'arpenteur général.
Et dès 1785, année où l'on adopte la première pièce législative britannique qui encadre la profession d'arpenteur dans la colonie, le contrôle de celle-ci est remis en grande partie entre les mains de l'arpenteur général. Donc là, c'était Samuel Holland qui était en poste à l'époque. Joseph Bouchette, à partir de 1801, lorsqu'il occupe le poste, est donc la plus haute autorité en ce qui concerne la pratique de l'arpentage public au Bas-Canada. Encore Claude Boudreau souligne en effet qu'après la nomination de Bouchette, le rôle de l'arpenteur général reste le même. C'est lui qui dirige les travaux effectués dans les cantons et les instructions qu'il fait parvenir aux arpenteurs qui sont employés par le bureau sont toujours aussi précises qu'avant. Déjà en 1794, plus de 50 arpenteurs géomètres sont employés par ce bureau. Ce nombre continue d'augmenter en fonction des nouveaux projets d'arpentage qui doivent être réalisés. Ce sont donc plusieurs dizaines d'agents qui sont sous la responsabilité directe de Joseph Bouchette. En plus de coordonner les arpenteurs, ils participent en amont au processus de leur sélection et de leur embauche. En fait, c'est dans l'idée d'avoir un contrôle et de responsabiliser les agents. De fait, dans la même ordonnance de 1785, l'article 2 précise que du jour et après la publication de cette ordonnance, il ne sera nommé aucun arpenteur sans avoir été dûment examiné par l'arpenteur général. L'idée est d'engager seulement des arpenteurs qui sont capables de remplir leurs devoirs. Concrètement, il s'agit d'abord d'éviter les litiges fonciers entre propriétaires qui, selon le préambule de la loi, sont fâcheux et fréquents à l'époque. Plus largement, la précision des mesures et la conservation des plans qui sont produits assurent le bon fonctionnement du système de division des terres et, par extension, l'occupation efficace du territoire. Alors, je vais tomber directement dans l'implication de l'arpenteur général dans l'appropriation du territoire. Donc, son implication la plus évidente dans le processus est son rôle dans l'établissement de nouveaux espaces de colonisation. Au tournant du 19e siècle, la majorité de la population habite et exploite les terres limitrophes aux villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. La vallée laurentienne, au début du 19e siècle, se caractérise par un peuplement généralement limité aux berges du Saint-Laurent et de 5 principaux affluents. De fait, dans le premier tiers du siècle, le front pionnier s'éloigne rarement au-delà d'une dizaine de kilomètres des rives frontales. C'est également un monde qui est largement agricole. Donc, ici, c'est une carte des seigneuries de 1745 et essentiellement, au début du 19e siècle, l'expansion du monde colonial va se faire au-dessus des seigneuries qui ont déjà été octroyées et va donc pénétrer plus largement les terres. C'est dans cet espace-là que Bouchette va aller justement faire ses explorations et ses mesures. Alors, bien que les seigneuries ne soient pas abolies par l'acte constitutionnel de 1791, les autorités souhaitent étendre le territoire colonisé grâce aux cantons. Dans les instructions envoyées à Lord Dorchester en 1791, ce que je parlais, la commande, on insiste sur l'importance d'étendre l'aire exploitable de la province. Alors, je cite, « Attendu que rien ne pourra contribuer d'une manière plus efficace à la colonisation rapide du Bas-Canada, à la sécurité des biens de nos sujets et à l'augmentation de notre revenu que de disposer des terres qui nous appartiennent. » Donc, essentiellement, on veut exploiter le territoire. Pour respecter cet impératif, les autorités soulignent qu'il est nécessaire d'adopter une méthode régulière et opportune au sujet de la concession des terres. En premier lieu, cette méthode impose aux colons intéressés à exploiter une concession de démontrer, et je cite, « avant que leur demande soit agréée, qu'ils sont en état de cultiver et d'améliorer les dites terres. » Il revient ensuite au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur en son absence de juger si la demande est recevable selon la condition du demandeur. Le cas échéant, le gouverneur doit alors faire préparer une autorisation pour être transmise à l'arpenteur général. Cette autorisation lui donne essentiellement le droit d'arpenter de façon fidèle et exacte les terres qui sont demandées. On insiste à ce que ces mesures soient retournées dans un délai de 6 mois avec un plan et une description des terres qui ont été arpentées. Là, je répète que ça peut être l'arpenteur général directement qui va sur les lieux pour faire la mesure ou encore que c'est un arpenteur qui est sous sa direction qui le fait. Par rapport aux formes requises de ces terres, c'est les cantons qu'on veut installer, les autorités précisent qu'ils doivent avoir, en autant que les circonstances le permettront, une superficie de 10 000 carrés s'ils ne bordent pas une voie navigable. Dans le cas contraire, les cantons contigus à une rivière navigable devront avoir 9 000 de front et 12 000 de profondeur. De plus, tel qu'inscrit dans l'acte de 1791, la 7e partie de ces terres concédées doit être réservée pour les fins d'utilité publique, donc la couronne, et surtout, et on l'insiste beaucoup dans les lois, et surtout pour le maintien d'un clergé protestant. Les cantons doivent également être divisés de façon à accommoder les colons le plus possible, notamment en termes de communication, mais également de manière à assurer une division équitable des terres. En effet,
tel que j'ai indiqué à l'écran, les autorités précisent qu'à l'égard de toutes les concessions que vous devrez faire comme susdit, vous devrez avoir soin qu'il soit tenu compte de la qualité et de la valeur relative des différentes parties de terre comprises dans tout canton, afin que chaque concessionnaire obtienne autant que possible une quantité proportionnelle de terre de qualité différente et de valeur relative. Alors, toujours dans ces instructions-là, les autorités réitèrent le rôle important de l'arpenteur. Donc, pour encourager davantage nos sujets qui deviendront colons comme susdit, c'est notre volonté et plaisir que les 10 cantons et lots respectifs dans les limites d'Isseux, ainsi que les terres à être réservées comme susdit, soient arpentés et tracés par notre arpenteur général pour la dite province ou quelques personnes compétentes autorisées par lui à cette fin. Alors, au-delà de la mesure, hein, donc c'est évidemment la principale responsabilité d'un arpenteur, à cette époque-là, l'arpenteur doit aussi évaluer la qualité des sols des zones explorées en vue de les ouvrir à la colonisation. D'emblée, dans son ouvrage de 1815, Bouchette, conforme à son intention, et je cite, de faire connaître l'état actuel du Canada, décrit les types de sols des espaces qu'il recense. Il souligne d'abord que l'espace le plus propice à la culture du sol correspond aux terres qui bordent le fleuve Saint-Laurent et il précise que les terres à l'ouest, notamment les plaines de Montréal, sont les meilleures. Il dit, dans la partie occidentale de la province, le terrain d'une nature bien supérieure, celui qu'on l'estime le plus est une composition de belles marnes grasses d'une couleur jaune et bleuâtre et d'une bonne terre noire formant un sol ayant les propriétés propres à le rendre fertile. Ensuite, directement en lien avec l'expansion de la zone colonisable, Bouchette ajoute « On peut assurer avec vérité que dans tout le nord de l'Amérique et même dans bien d'autres pays, il serait difficile de trouver une terre qui invite plus à former de nouveaux établissements. » Alors, de la même façon, hein, quand il va faire des rapports d'exploration, Bouchette, à chaque fois qu'il parcourt un espace qui est prévu pour devenir un canton, on va spécifier le type de sol qu'il y a, si c'est idéal pour la colonisation ou pas. Donc, par exemple, quand il est au nord-ouest de Montréal, proche de la rivière Ottawa, dans le canton de Rawdon, il dit que le sol est généralement fit for the cultivation of every species of grain peculiar to this country and in various sections susceptible of the growth and culture of hemp. D'ailleurs, ça me fait faire une parenthèse, les autorités demandent à plusieurs moments de vérifier si les sols peuvent être propices pour la culture du chanvre. En fait, le chanvre est très utile à la marine et c'est possible de connecter cette information-là à un article qui a été fait par James Davy en 2018 où il analyse le besoin d'aller chercher du chanvre par l'Empire britannique, où il dit essentiellement « This resource on which the Royal Navy and Mercantile Marine relied » pouvait seulement être obtenu par la Russie, qui en cultivait beaucoup, et lorsqu'il y a eu une guerre en Europe et que le tsar a décidé de bloquer les envois de chanvre, the British government formed a committee charged with finding new sources of this material, debating which region should be invested in and encouraging future cultivation. Ce qu'on voit en fait, par rapport au chanvre, c'est que ça illustre bien la relation étroite entre la fonction d'arpenteur général et les besoins de l'Empire. Enfin, dans les instructions que Bouchette envoie en 1824 à l'un de ses arpenteurs, Bouchette lui demande d'inspecter la nature du sol, si c'est de la glaise, du sable ou de la terre grasse, si aucune et quelle partie contient de la terre noire ou jaune, et si les parties sablonneuses sont noires, jaunes ou blanches, et quelles parties paraissent les plus propres à la culture et à faire des établissements immédiats. Bref, grâce à sa connaissance précise de la qualité des sols du Bas-Canada, Bouchette permet aux autorités de cibler les espaces les plus propices à la nouvelle colonisation. Pour terminer, on exploite également l'expertise de Bouchette par rapport au déploiement d'infrastructures. Pour développer des nouveaux cantons, et là je vais accélérer, il ne suffit pas d'explorer les terres et de les diviser, il faut également implanter de nouvelles infrastructures, notamment des routes, qui permettent de relier les nouveaux espaces de colonisation au réseau de communication qui était déjà existant. Grâce à un rapport du comité de la Chambre d'Assemblée sur la colonisation des terres de la Couronne, on sait que l'expertise de Bouchette est également sollicitée à cet effet. En plus des cartes qu'on sait que le comité utilise, parce qu'il souligne qu'ils ont utilisé les cartes de Bouchette pour évaluer le territoire, ses membres font directement venir l'arpenteur général pour lui poser des questions. Ceux-ci réfléchissent à l'idée de construire une route reliant Québec à partir de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. À cet effet, on lui demande d'abord si cela réduirait le temps de voyage actuel entre les deux villes.
Bouchette répond qu'une route directe entre ces deux points serait assurément avantageuse et qu'elle réduirait sans doute le voyage d'un tiers du temps actuel. Toutefois, grâce à sa connaissance du territoire, il précise que l'état du terrain à ce moment rend ce tel projet presque impossible. Là, je cite ce qui est écrit à l'écran. The country from the St. Lawrence to the southern boundary of the province in the direction of a new communication is yet in a state of perfect wilderness, and it will be in vain to attempt the opening of a road through such an extensive tract of country but little known, and how much thereof is practicable for settlement being still unknown. En conclusion, donc, Boudreau souligne que Bouchette est vraiment occupé par l'établissement des nouveaux cantons et par la mesure aussi de l'espace seigneurial, parce que souvent, il y a eu des problèmes assez graves de mesures qui ont été faits à l'époque, et donc les seigneurs se chicanent entre eux et avec d'autres groupes à savoir qui détient telle parcelle de terre, par exemple. Donc, Bouchette va souvent être appelé à aller remesurer ces espaces-là. Entre autres, donc, comme je l'ai illustré, Bouchette s'intègre ou participe à l'appropriation du territoire en dirigeant les travaux d'exploration et d'arpentage et en réalisant lui-même des voyages d'exploration et en produisant des rapports précis de ceux-ci ou, comme j'ai montré certains extraits, où il décrit en détail la qualité des bois, les essences d'arbres qu'on y trouve, la qualité des sols, le type de terrain et donc tous les éléments intéressants pour établir des nouveaux cantons. Et enfin, en fournissant un savoir précis du territoire aux autorités, notamment grâce à ses livres et ses cartes, mais aussi grâce à son expérience, il permet aux autorités de mieux diriger le développement de la colonie. Voilà, merci. Merci, Jérémy. Je cède la parole maintenant à Joël. Bon, bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici avec nous ce matin. Je remercie aussi les deux panélistes qui m'ont précédé. D'ailleurs, Joseph Bouchette est une partie importante de ma recherche à moi-même aussi, par ses connaissances étendues sur le territoire de Montréal. Il y a 200 ans, cette année, le coteau de la Citadelle est rasé et les forces militaires coloniales quittent la ville de Montréal pour aller s'installer sur l'île Sainte-Hélène. Le coteau de la Citadelle qu'on voit entouré en rouge à l'écran en ce moment. La cité récupère ainsi le dernier des grands morceaux de la ville appartenant à l'État colonial. Plus important encore, pour les juges de paix qui administrent la ville, ils peuvent ainsi prolonger la rue Notre-Dame, qui devient l'artère principale de la ville à cette époque. Cet événement marque aussi la fin de l'empreinte militaire sur la ville et la concrétisation d'un nouveau projet urbain. Un lieu d'échange important, bref, une ville commerciale. Le projet de démolition des fortifications de la ville et les projets qui y vont être liés ouvront la voie à cette nouvelle vision qui est portée à la fois par les autorités coloniales et municipales de Montréal. Je souhaite ici démontrer que ces autorités coloniales et municipales mettent en application ces projets avec des préoccupations qui sont avant tout basées sur l'efficacité. L'histoire de la période coloniale britannique entre 1760 et 1837 reste encore largement à faire, en particulier sur le cas de l'urbanité. Les mutations qui animent la ville sont nombreuses, et les processus décisionnels sont complexes et trop souvent mal compris. À l'exception des quelques synthèses historiques traitant de toute l'histoire de Montréal, et il y en a beaucoup, on pourrait dire, on pourrait presque croire que le 19e siècle commence en ville dans les années 1830 ou même 1840. Avec l'arrivée de l'industrialisation. 3 historiens ont par contre posé des jalons essentiels pour comprendre le Montréal de cette époque. Jean-Claude Robert, qui traite du développement d'un espace économique en lien avec l'industrialisation. Donald Faison, qui étudie largement les juges de paix comme groupe. Et Danny Fougère, qui traite du développement d'une bureaucratie municipale en lien avec la gestion d'un projet urbain. La recherche d'une certaine efficacité est sous-jacente à chacun de ces travaux. Toutefois, la recherche de l'efficacité comme principe fondateur d'un modèle urbain n'a pas été explorée en détail dans le cas de Montréal. L'efficacité peut se décliner sous 3 formes distinctes. D'abord, il y a une volonté de systématiser les processus de façon à les rendre plus efficients. Il y a aussi une schématisation de l'espace urbain visant à le comprendre et se l'approprier. Enfin, un contrôle et une maîtrise de l'espace et des comportements dans le but de maximiser la circulation en ville. J'ai dépouillé les procès-verbaux des sessions spéciales de la paix et les règlements de police pour la période concernée.
ainsi que plusieurs cartes et lois coloniales. Je procéderai ainsi par la démonstration de certains cas qui illustrent cette recherche d'efficacité. À la fin du 18e siècle, Montréal est au cœur d'un lent processus de transformation, au cours duquel la ville se dotera des outils pour développer une ville moderne. Elle a encore toutefois un visage essentiellement d'Ancien Régime, les fortifiés, militarisés et sous une gestion purement coloniale. Mais sans qu'on s'en rende compte, son espace a déjà considérablement évolué, en particulier dans les faubourgs. On a ici une carte de Montréal en 1725. On voit distinctement les murs qui entourent la ville et la petite rivière et le marais derrière la citadelle. À l'extérieur des murs, il n'y a pas grand-chose, sinon l'ébauche de ce qui deviendra quelques-uns des faubourgs. Si on avance de 100 ans, donc en 1825, on voit maintenant distinctement les faubourgs autour des anciens murs que j'ai mis en rouge, mais qui n'existent plus à cette époque. Les faubourgs ne sont pas encore reliés. Toutefois, près de la ville, il est plus difficile de voir une baisse de la densité urbaine en traversant la ligne rouge, au moins autour des grandes artères. Les faubourgs sont maintenant très développés. En fait, la population passe d'autour de 3 000 habitants à 22 000 habitants pendant tout le siècle pour toute la ville. Les faubourgs absorbent, comme vous le voyez sur la carte, la forte majorité de l'accroissement de la population. Et en 1800, ils forment déjà les 2/3 de la population totale de la ville. Le démantèlement des murs contribue à unifier les faubourgs à la ville. Toutefois, des différences importantes persistent dans la composition de la population et plus important encore pour cette présentation, dans le cadre bâti. En effet, les régulations tendent à être moins appliquées dans les faubourgs, ce qui donne une empreinte urbaine désorganisée dont l'étalement se fait surtout par la densification de l'espace entre les faubourgs et par une forte spéculation foncière. Face à la difficulté de gérer cette croissance à partir de Québec, les autorités coloniales passent 2 actes qui m'importent. En 1792, les limites de la cité, et donc des faubourgs, est fixée par une ligne située à 100 chaînes du tracé général des fortifications, donc des lignes rouges sur la carte. Plus important encore, l'État fait passer l'acte de 1796, communément appelé l'acte des chemins. Cet acte comporte 83 articles et traite largement de la gestion des communications dans la colonie. Son impact le plus important pour cette présentation est qu'il constitue aussi une première ébauche de gouvernance locale. En effet, il donne à des juges de paix qui sont choisis parmi les élites locales, mais par le gouverneur, le pouvoir de gérer l'administration de la cité en session spéciale. C'est donc une forme de collaboration où l'État colonial délègue, selon son bon vouloir, une partie de son autorité en échange de loyauté et de représenter les intérêts généraux de l'État colonial. Mais l'acte de 1796 est encore plus éloquent dans ses silences. Sa portée est très large, les limites sont très mal définies et elles seront souvent davantage déterminées par la pratique, ce qui est à l'avantage des juges de paix qui agissent au plan local. Il est difficile de cerner si les juges de paix utilisent cette zone grise pour créer une pré-bureaucratie rationnelle ou si cette ébauche de bureaucratie est un outil créé par les juges de paix pour gérer ces flous. Néanmoins, les juges de paix s'entourent d'un corps d'officiers qui grandit au cours de la période. Un inspecteur des chemins interagit constamment avec les juges de paix. Il a sous sa coupe un sous-inspecteur pour chaque faubourg et chaque paroisse. Un trésorier gère la caisse des chemins et un greffier agit comme secrétaire pour les juges de paix. À la fin de la période étudiée, un officier sera responsable d'environ chaque aspect de la vie publique. On a les marchés, la grève, le péage de la Chine, les communications intérieures, un crieur public et des connétables de police. De fait, les dépenses de la cité sont multipliées par 10 entre 1800 et 1820. Ce premier quart de siècle est un moment d'effervescence pour l'administration de la ville, puisqu'entre 1820 et 1840, donc les 20 années suivantes, les dépenses de la cité vont encore augmenter, mais seront seulement multipliées par 4. Cette hausse des dépenses est permise grâce à l'augmentation de la population, mais aussi à la multiplication des taxes sur les chevaux, les tavernes, les chemins, mais aussi à la création d'une première forme d'impôt foncier appelée taxe sur le pavé, qui va rapporter jusqu'aux 2/3 des revenus de la cité. Les juges de paix eux-mêmes sont bénévolement de plus en plus impliqués dans l'administration urbaine. Et pour chacun des aspects de la vie publique mentionnés, un comité de 3 juges de paix ou plus est formé pour surveiller les dépenses et l'efficacité de chacun des clercs. Ainsi, Jean-Baptiste Lafleur va être destitué de son poste de connétable de la grève en 1821 pour négligence à effectuer ses tâches. À mesure que l'échelle de leurs tâches augmente,
Il est nécessaire de systématiser les processus décisionnels. Au début du siècle, les juges de paix et surtout l'inspecteur doivent prendre les décisions au cas par cas. Par exemple, dans le cas d'un prolongement vers l'ouest de la rue Craig et de son canal, il est nécessaire de faire passer la rue sur le terrain de 5 propriétaires distincts. L'un d'eux accepte de donner gratuitement sa partie de terrain. Un second accepte de donner gratuitement sa partie de terrain à condition que les juges de paix rebâtissent sa clôture. 2 d'entre eux demandent respectivement 100 et 200 livres pour le bout de terrain et le 5e refuse de donner ses intentions à l'inspecteur. Les juges de paix vont être obligés de faire une contre-offre à chacun des 3 derniers en diminuant le montant d'argent. Les propriétaires refusent et demandent un arbitrage, recommandant chacun un arbitre différent. Il faudra plus de 4 mois de manœuvre entre les juges de paix, l'inspecteur, les propriétaires et les arbitres pour finalement régler le prix d'achat des terrains, repoussant les travaux à l'année suivante, puisque à cette époque-là, les travaux sont sur une période assez courte de l'année. La pose des conduits dans les rues est un exemple fort de cette systématisation. À partir de 1801, les rues de la vieille ville commencent à être défaites et refaites pour y poser des conduites d'égouts et d'aqueducs par le propriétaire et non la cité, évidemment. Si au départ, la permission est simplement donnée, dès 1811, une série de demandes vient avec la pose de conduits. Par exemple, et je cite, « Permis au dit John Molson d'ouvrir la rue des commissaires et autres, tel que demandé de sa maison rue Capitale, sous condition que le canal sera fait en pierre de 15 pouces carrés et sera conduit le long et à 4 pieds du mur de profondeur des emplacements de Gillis et Nadeau, jusqu'à ce qu'il s'embouche dans le canal dit Nadeau. Que le dit John Molson sera tenu de parfaire le dit canal dans le temps et espace de 8 jours. » On voit ici une série de demandes très personnalisées, adaptées à la situation et au contexte. Par contre, à partir de 1820, les obligations deviennent de plus en plus standardisées et un conduit de pierre de 12 pouces de diamètre par 16 pouces de profondeur devient la norme, le tout sous la supervision de l'inspecteur. C'est ici un exemple fort de la systématisation des méthodes qui permet aux juges de paix et à l'inspecteur de mieux gérer la quantité de demandes qui leur est faite. Le processus décisionnel est donc fragmenté par le peu de pouvoir légal des juges de paix, qui jouent sur les zones grises, je le rappelle. Ce dont ils se prémunissent de ce peu de pouvoir en rendant systématique le peu d'usages légaux desquels ils disposent. Ils ne peuvent, par exemple, absolument pas exproprier un bout de terrain contenant une maison, une bâtisse, un jardin ou un verger, ce qui est environ 90% des terrains. Et Jacques Vigée, qui est l'inspecteur à cette époque-là, va s'en insurger en 1825, après des années à se battre contre les Sœurs Grises, pour faire passer une rue menant au fleuve à travers leur propriété. Néanmoins, l'acte de 1796 donne aux juges de paix la possibilité de convoquer un jury de 12 hommes propriétaires pour évaluer les terrains en cas de mésentente. Dès les années 1810, le recours au jury devient presque systématique dans le cas de n'importe quelle demande d'ouverture de chemin et de conflit. Ces 2 cas sont des exemples de cette systématisation qui vise à rendre tous les processus plus efficaces et raccourcir les sessions spéciales en évitant les discussions au cas par cas. La rationalisation ne s'applique pas seulement au processus administratif, mais aussi à un processus de schématisation de l'espace. À mesure que l'espace dépendant de leur juridiction augmente, les magistrats cherchent à schématiser et rationaliser cet espace pour éviter les confusions et faciliter leur travail. Dès 1796, la ville est divisée entre la ville elle-même et 5 divisions pour les faubourgs. Ainsi, chaque demande est localisée. Par exemple, et je cite, « Ordonner que la rue Craig, en ville, soit nivelée ». Dans chaque budget ou rapport, les rues sont regroupées par division et pour chacune, un sous-inspecteur, sous l'inspecteur, rappelons-le. Cette méthode aide considérablement les juges de paix à s'y retrouver rapidement dans une ville qui continue de croître. En effet, le nombre de rues dans la cité passe de 61 en 1781 à 173 en 1837, rendant nécessaire cette rigoureuse efficacité administrative. Aussi, au début du siècle, les faubourgs sont essentiellement indépendants les uns des autres, comme on peut le voir sur la carte. On voit les zones de densité et les zones où l'espace est moins densément loti. Les juges de paix doivent gérer la ville avec ces faubourgs qui sont essentiellement gérés par eux-mêmes, un peu à la manière des villes médiévales et des faubourgs médiévaux.
Donc, les juges de paix vont nommer certaines rues comme étant, par exemple, une rue comprise dans un espace essentiellement local. Par exemple, la rue derrière la veuve Berthelot. Les communications sont donc relativement faibles entre les faubourgs, qui sont essentiellement tournés sur eux-mêmes, mais aussi vers la ville. Et il arrive donc fréquemment que plusieurs rues portent le même nom, ou encore qu'une rue porte plusieurs noms. En 1817, Jacques Vigée produit un rapport pour établir une nomenclature des différentes rues de la ville et des faubourgs, et renommer les cas de doublons. Suite à ce rapport, il fait installer à chaque coin de rue le nouveau nom officiel de la rue sur des panneaux de bois, évidemment aux frais de la ville. La nomenclature officielle est tant et si bien respectée qu'en 1818, la ruelle Guy du faubourg Saint-Louis est élargie à 36 pieds. Elle devient donc ainsi officiellement une rue et non une ruelle. Pour éviter le flou que créerait la rue Guy du faubourg Saint-Louis avec la rue Guy du faubourg Saint-Antoine, on lui donne donc le nom de rue Berry que l'on connaît encore aujourd'hui. On voit ici que la clarté dans la compréhension de la cité dans sa globalité devient plus importante qu'une compréhension localisée de l'espace. Mais l'impact le plus grand de cette recherche d'efficacité est dans la qualité de la circulation à Montréal. Montréal, au 18e siècle, est une ville où il est difficile de circuler. Les rues sont minces, souvent tortueuses, boueuses et généralement mal entretenues. Au 19e siècle, une grande partie du budget est dédiée à l'entretien des rues, le débouchement des cul-de-sac, l'élargissement et l'ouverture de nouvelles rues et de nouveaux chemins. Les gouttières, les règlements généraux de la police en 1810 participent à cet établissement de nouvelles conceptions des rues avec le tiers de ces règlements généraux qui traitent de la circulation. Par exemple, les gouttières ne peuvent couler dans la rue parce que ça abîme les pavés, ce qui est mentionné dans le règlement. Tout encombrement dans la rue peut valoir des amendes allant jusqu'à 20 shillings. Les comportements sont aussi réglementés. Une limite de vitesse existe pour les chevaux et les voitures. Les voitures, évidemment, on parle ici des voitures tirées par des chevaux. Et lorsque ces voitures se croisent dans la ville et dans les faubourgs, les règlements prescrivent que la priorité va à la personne allant vers la ville et aussi à la personne dont la voiture est pleine. Ces exemples de règlements montrent donc que la circulation est une préoccupation qui occupe le haut du pavé, si vous me permettez l'expression. L'historiographie traitant de la ville du 19e siècle parle également beaucoup de salubrité. Mais il semble que la salubrité soit plutôt comprise par le mot propreté par les acteurs urbains du début du 19e siècle, et au moins jusqu'à l'épidémie de choléra en 1832. Quelques règlements semblent avoir un aspect sanitaire, comme l'enterrement des corps à l'extérieur de la ville, ce qui est assez répandu comme conception au 19e siècle dans la plupart des villes coloniales. L'apparition de zones interdites aux activités de tannage et autres exemples commence tranquillement à apparaître à la fin de la période étudiée, mais leur apparition est essentiellement réservée à la vieille ville et exclusivement au domaine public. En effet, il est permis, par exemple, de laisser tout un tas d'ordures et de fumier sur un terrain privé, à un pied de la rue, mais pas dans la rue, parce que ça crée des encombrements. Tout résident est aussi tenu de nettoyer la rue devant chez lui, mais il lui est permis de décharger tout type d'ordures dans le marais du faubourg Saint-Louis ou dans le fleuve à 50 verges du bord de l'eau. Nous pouvons ainsi constater qu'on met plutôt l'accent sur la propreté et l'esthétique des rues où on va circuler, plutôt que l'aspect proprement sanitaire. Les commissaires chargés de démolir les murs entourant la ville à partir de 1802 sont des hommes de leur époque et leur milieu, et les travaux de la commission illustrent bien cette obsession à la circulation des biens. À la base, une des raisons pour laquelle on veut abattre les murs et les portes sont parce que les portes créent un goulot d'étranglement. Ce que je vous ai mis ici à l'écran, c'est la porte Saint-Laurent sur le terrier de 1800. D'un côté, on voit une largeur de 22 pieds, de l'autre, une largeur de 36 pieds. Au niveau de la porte, toutefois, la rue ne fait que 10 pieds de largeur, ce qui est insuffisant pour passer 2 chariots à la fois. Par ailleurs, dans leurs travaux, ils cherchent également à aligner les rues de la ville avec celles des faubourgs, comme on peut le voir ici. De grands boulevards facilitent les communications des faubourgs vers la ville. Et les habitants des faubourgs peuvent désormais venir commercer plus facilement en ville.
D'ailleurs, les commissaires participent au moins partiellement à la création de 4 nouveaux marchés, alors qu'en 1800, il n'y en avait qu'un seul encore. Nous avons donc un nouveau modèle recherché, qui est la ville commerciale. Bien sûr, il n'est pas encore question de parler d'une ville qui serait libérée du colonialisme, mais plutôt de nuancer l'importance de cette autorité coloniale, et surtout de montrer que bien avant la municipalisation de la ville, les autorités coloniales, les juges de paix et tous les acteurs impliqués dans la gestion de la ville ont une adhésion à des idées locales, à un principe local et à un projet de construction municipale. Pour atteindre le modèle recherché de la ville commerciale, les règlements de police et les décisions des juges de paix visent à systématiser les processus pour les rendre plus efficients, à schématiser la ville pour faciliter son appropriation et à contrôler et maîtriser l'espace et les comportements dans le but de maximiser la circulation. Tout cela afin de maximiser l'efficacité de la cité comme entité commerciale. Ces outils sont utilisés et développés tout au long du régime des juges de paix et ouvrent la porte à une certaine modernité qui va s'établir au milieu du siècle avec d'autres grands projets d'ampleur qui vont marquer la forme urbaine de Montréal. Je vous remercie. Alors, nous allons débuter une période de questions et j'invite les personnes qui veulent poser des questions à se lever et poser leurs questions. Bon ben, bravo tout le monde pour vos communications, c'était très intéressant. J'ai une question en particulier pour Caroline Blais, ici. Tu as beaucoup parlé, c'est une question qui va concerner surtout l'aspect de l'identité du Canada anglais, du reste du Canada, qui passe, comme tu l'as expliqué, d'une identité impériale à une nouvelle identité canadienne. Ce que je me demande, c'est si dans les articles de journaux que tu as vus, qui, je présume, sont surtout écrits par des gens qui sont d'origine anglo-saxonne, ils commencent à avoir la composante, des considérations pour toutes les diversités ethniques qui composent le Canada, puis si c'est l'apport de ces communautés-là issues de l'immigration plus récente est considéré pour faire un contrepoids, disons, à la conception dualiste véhiculée par les journaux du Canada français puis du Québec. Ou sinon, aussi, alternativement, comme tu disais, peut-être que ça dépasse le contexte de cette communication-là, ou si c'est peut-être juste considéré sur les régions du Canada, ou si la diversité culturelle ethnique est aussi prise en compte. Bref. Oui, en effet, ça dépasse un peu le contexte de ma présentation d'aujourd'hui, mais c'est un aspect que j'aborde dans une autre partie de mon mémoire. Oui, les Canadiens anglais commencent à intégrer la diversité culturelle dans leur identité. Ça ne se fait pas de manière... c'est pas égal dans tous les journaux. Certains journaux vont avancer plus rapidement que d'autres dans l'intégration de la diversité culturelle dans l'identité. Je pense que j'ai répondu à toute ta question. Oui. Parfait. D'autres questions? J'en aurais peut-être une, si je peux prendre la parole. Aussi pour Caroline, concernant la question de l'identité au moment de la Confédération, j'avais l'impression que les Autochtones pouvaient jouer un certain rôle dans ces représentations-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu à travers les journaux, l'opinion de certains journalistes concernant la présence ou le rôle des Autochtones dans la formation de l'identité canadienne. J'avoue que c'est un aspect que je n'ai pas abordé aujourd'hui pour demeurer bref. Mais les Canadiens anglais abordent entre autres les Amérindiens qu'ils qualifient comme des Canadiens. Ils sont intégrés à l'identité, mais ils sont présentés comme des sous-groupes autres, comme des gens autres qui sont un peu différents des Canadiens d'origine francophone et anglophone. Et d'ailleurs, ce sont surtout les journaux à l'ouest du pays qui abordent les Amérindiens. En Ontario et au Québec, c'est un aspect moins abordé. Bonjour, merci pour vos présentations. Jérémy, dans les sources que tu as utilisées, j'ai compris qu'il y avait les 2 livres de Bouchette, là, de 1815 et 31. La différence entre les deux, si j'ai bien compris aussi, celui de 1815 touche plus les sols et en tout cas, il a l'air à explorer un petit peu plus la question des sols. Est-ce que Bouchette a laissé d'autres sources aussi, ou est-ce que tu as consulté d'autres sources, que, par exemple des rapports qui n'auraient pas été publiés? Oui, en effet.
Donc, Bouchette, évidemment, les deux sources qu'on connaît le plus, c'est justement l'ouvrage de 1815 et celui de 1831. La différence, entre autres, c'est qu'en 31, il va vraiment mettre plus de temps au Haut-Canada et il va aussi faire un état du pays à l'est, donc dans les Maritimes. Il passe essentiellement un peu moins de temps là, dans le Bas-Canada comparé à celui de 1815, où c'est vraiment là qu'il met plus son attention. Puis, oui, effectivement, j'ai consulté plusieurs autres sources. En fait, il y a le fonds à Québec du ministère des Terres et des Forêts qui a les documents du Bureau de l'arpenteur général que lui, je n'ai pas encore consulté, mais en ligne, notamment grâce à BANQ et Canadiana. Il y a plusieurs rapports qui sont faits, que c'est directement lui qui a créé, donc, et qui sont publiés ensuite par le gouvernement, ou encore des rapports qui sont faits par d'autres arpenteurs, où là, on a ces instructions à Bouchette avant le rapport, et ensuite, on a le rapport de l'arpenteur là, qui a été faire le travail. Et on a aussi, j'ai parlé d'un comité tantôt pour par rapport à l'établissement de nouveaux cantons sur les terres de la Couronne. Et c'est là où on voit souvent, en fait, on appelle Bouchette pour des questions, comme j'ai montré, par rapport à l'établissement de routes, par rapport à la qualité des sols où on devrait mettre des nouveaux cantons. Et donc, il y a aussi Bouchette qui passe dans les sources quand il demande des sous pour aller faire des projets qui sont comme sur sa propre initiative, mais aussi un peu dans le cadre de son travail. Donc, on le retrouve un petit peu partout, caché. Il sort dans les almanachs aussi de l'époque où on mentionne les employés publics. Donc, ouais, il y a quand même plusieurs autres sources. Sur ce qui me manque actuellement, puis que je vais aller vérifier quand je vais avoir presque terminé mon mémoire, en fait, ce qui manque, c'est la correspondance avec d'autres autorités. Là, ça, je ne l'ai pas encore étudié, puis j'aimerais aller y jeter un coup d'œil là, avant de terminer mes recherches. Merci. J'ai une question pour Joël. Est-ce que tu as observé dans tes sources une collaboration ou une résistance de la part des citoyens, hormis l'exemple que tu nous avais donné plus largement? Oui. Excuse-moi. En fait, avec l'impossibilité d'exproprier le terrain par les juges de paix dès qu'ils contiennent une bâtisse, un jardin, un verger ou une maison, ça rend les projets des juges de paix difficiles, mais ça donne une très grande agentivité aux propriétaires des terrains. Les propriétaires des terrains peuvent accélérer, ralentir un travail. Un exemple, deux exemples, disons. Il y a un juge de paix, John Richardson, qui va être aussi commissaire sur les fortifications, qui désire un chemin menant vers la ferme Saint-Gabriel qui existe encore aujourd'hui. Et la ville n'a pas les moyens à ce moment-là. Donc lui propose d'aller financer lui-même le travail et de se faire rembourser quand la ville en aura les moyens. On peut donc juger qu'il y avait un avantage à faire ça. Un autre exemple, que, encore une fois, c'est des choses que je vais éventuellement citer dans mon mémoire, mais que pour le bien d'aujourd'hui, avec le temps limité, je n'avais pas le temps de citer. Toussaint Potier, qui a une terre qui se situe assez près d'ici, dans le fond, à peu près à la rue Sainte-Élisabeth et de la Gauchetière. Et donc, lui habite tout près de la ville. Mais il y a un canal, le canal de la rue Craig, qui lui empêche de traverser, et il y a aussi le champ de Mars qui est un problème. Il propose donc aux autorités de donner une partie de sa terre, une partie en largeur, pour que les autorités puissent ouvrir une rue complète tout le long de sa terre. En échange de ça, il le fait gratuitement, mais la ville doit aussi faire un pont sur le canal et entretenir la route. Donc lui, dans son calcul, une route, un chemin, avec la traverse du canal, et pour éviter d'aller prendre un détour très long pour aller porter ses choses en ville, est plus payant que sa partie de terre. C'est deux exemples qui me viennent vite comme ça sur les pouvoirs des habitants à ralentir ou accélérer des travaux. Il faut quand même se rappeler que la ville, à ce moment-là, est une ville très petite. Hein. C'est déjà promené dans le Vieux-Montréal, c'est tout petit. Donc, les juges de paix vivent à proximité des autres habitants. On peut faire 2 coins de rue et avoir accès à 6 ou 7 juges de paix très facilement. Les discussions à cette époque-là sont encore de personne à personne. Les relations sont très personnalisées. C'est très facile de faire soumettre des projets. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. J'en aurais une deuxième très courte. Est-ce que les communautés religieuses et les religieux en général vont avoir un rôle qui va être très proche de celui des propriétaires? Ou est-ce que tu n'as pas observé ça dans les sources? Oui, ben ils ont en fait
sont comme n'importe quel autre propriétaire à ce moment-là. On est dépassé la période où les Sulpiciens ont un réel impact sur Montréal, autre que le fait d'être propriétaire de grandes parties de terrain. J'ai cité tout à l'heure les Sœurs Grises qui refusaient obstinément de voir une rue passer sur leur terrain et que jusqu'au déménagement de l'hôpital général dans les années 1870, il n'y aura pas de rue qui va passer là. Un autre exemple que je pourrais citer, c'est les Sulpiciens qui détiennent tous les environs du séminaire. Il y a un de leurs bâtiments qui brûle et est détruit. Ils proposent un échange de matériaux, donnent tous les décombres aux juges de paix pour que les juges de paix puissent remplir les ornières, réparer les rues et les chemins. Et en échange, demandent des pierres, des fortifications, les bonnes pierres des champs, pour rebâtir la maison. Donc, ils agissent dans ce cas-ci réellement comme n'importe quel propriétaire et avec une agentivité qui leur est propre et des intérêts qui leur sont propres et peuvent négocier pratiquement d'égal à égal avec l'administration de la ville. Merci. Autre question? Il nous reste à remercier ce qui est vraiment... Oui, vous aviez une question? Oh oui, on a encore quelques minutes, allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos communications, c'est très intéressant. Puis j'ai comme une série de petites questions que j'aimerais poser. D'abord, j'en ai une pour Jérémy, un peu en écho aussi à celle de Joël, parce que je me demandais, plus spécifiquement, parce que toi aussi, Joël, tu l'as mentionné, le rôle de Bouchette à Montréal, en fait. Est-ce qu'il... une approche différente au niveau de Montréal? Est-ce qu'il s'intéresse même à Montréal? J'aimerais en savoir un petit peu plus à ce sujet-là. En fait, oui, ben, il n'y a pas un rôle administratif à proprement parler, mais donc, dans son ouvrage de 1815, il va consacrer quand même plusieurs pages à la description pure et dure là, de la ville, et il va se permettre aussi des remarques par rapport au fait qu'il croit que dans les années qui suivent, la ville de Montréal va devenir plus grosse que celle de Québec, ce qui arrive. Il dit également que c'est une ville qui, si elle réussit à bien organiser son commerce, pourrait devenir une grande métropole en Amérique. Donc, il se permet des commentaires, il fait une description. D'ailleurs, il commente la destruction probable, qui est en cours, en fait, à cette époque-là. Il commente la destruction des murs. Et donc, il s'intéresse à la ville parce que c'est un espace important, mais il n'y a pas un rôle administratif particulier dedans. Cela dit, évidemment, dans ses cartes, il prend soin de bien représenter la ville et il prend aussi soin de démontrer à quel point c'est un milieu de communication important, donc que les routes qui vont vers l'est, vers le nord se croisent là. Donc ça, il met vraiment l'emphase là-dessus dans son ouvrage et dans ses cartes. OK, merci. Ensuite, pour Joël, je sors peut-être un peu du cadre de ta communication, mais je me demandais, le démantèlement des fortifications s'inscrit dans un contexte qui on ressort des guerres napoléoniennes, la guerre de 1812 et tout. Est-ce que on juge qu'il n'y a plus d'impératif défensif ou militaire pour conserver ou c'est purement dans un plan d'urbanisation que ça s'inscrit? C'est une question intéressante. Je vais juste compléter sur l'idée de Jérémy. Joseph Bouchette, dans ce cas-ci, est vraiment un administrateur colonial à grande échelle. Il ne s'implique pas dans les projets urbains de Montréal. Par contre, il y a un pouvoir sur la nomination de l'arpenteur parce que l'inspecteur de Montréal, au début du projet de démantèlement des fortifications, est un arpenteur, Louis Charland. Et aussi, comme dans le plan de 1815 que Jérémy mentionnait, Joseph Bouchette illustre plusieurs des travaux qui sont planifiés par les commissaires, dont plusieurs qui n'auront jamais lieu. Par exemple, un canal au centre de la rue McGill, qui n'aura jamais lieu, mais qui est illustré sur la carte. Donc, c'est vraiment un plan qui est projeté vers l'avenir. Maintenant, pour répondre à ton autre question, Montréal, à cette époque-là, est plus considéré comme défendable sur le plan militaire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les fortifications, à peine 15 ans après avoir été construites, sont prises par les Anglais et 15 ans plus tard par les Américains. Les deux fois, le pouvoir défensif quitte la ville sans combat, ça va se réfugier à Québec. Parce que les murs sont bâtis pour ralentir une attaque. Ils sont bâtis, tu étudies en histoire moderne, sur un principe du précaré de Vauban. Donc, on a une quantité énorme de forts le long du Saint-Laurent, Québec, Louisbourg, la vallée du Richelieu, et Montréal sert plutôt de centre logistique de ravitaillement.
Donc, dès que des navires réussissent à passer Québec, qu'une armée réussit à traverser le Richelieu ou descendre le Saint-Laurent à partir des Grands Lacs, avec des canons, des forces importantes, Montréal est automatiquement perdu. Donc, il y a un rapport de l'ingénieur militaire Gotterman en 1791, si je ne me trompe pas, qui va déjà recommander d'abattre tout simplement les murs. Les murs ne sont plus utiles. Montréal doit devenir vraiment un centre, un point central vers un hinterland qui, lui, va être fortifié, un peu selon le principe du précaré. Et en 1812, l'immense majorité des murs est déjà détruite. Il reste juste à mettre les points sur les i et crosser les t, parce qu'il ne reste plus rien d'autre à faire. Les murs ne sont plus là. Et d'ailleurs, même quand ils étaient là, j'ai recensé au moins 16 ouvertures avant 1801 dans les murs. Il y a au moins 7 portes qui ont été faites par des habitants parce que les murs étaient rendus inutiles et nuisaient à la circulation. Donc, est-ce que Montréal est encore défendable même au temps de la guerre napoléonienne? Non. Okay. Merci. Merci. Donc, il me reste à remercier les trois panélistes pour leur présentation. C'est vraiment hyper intéressant. Ce qui est bien quand on préside une séance comme celle-ci avec de jeunes chercheurs, c'est que les délais sont respectés à la seconde près. Donc, j'ai presque pas de travail à faire. Je vous remercie pour votre présence, pour vos questions. Et puis, je vous invite évidemment à être ici cet après-midi pour la continuité de ce colloque. Merci.